Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le livre de Silvia Federici, qui est professeure émérite de sciences sociales aux États-Unis et qui s'intitule « Une guerre mondiale contre les femmes, des chasses aux sorcières au féminicide ». Donc, il s'agit en fait d'un livre qui est issu d'une série de conférences qu'elle a données en 2008 et qui a été édité en 2018. Les apports de ce livre, c'est une lecture au niveau international et à travers l'histoire, à travers le temps, des éléments socio-économiques, des facteurs socio-économiques qui conduisent à la marginalisation des femmes, à leur paupérisation et à leur stigmatisation quand elles essaient de trouver des moyens de survie avec les éléments notamment stigmatisants péjoratifs que la société leur attribue, aboutissant justement à l'image de la sorcière. Donc pour ma part, au début, le retour des sorcières sur le devant de la scène médiatique et commerciale, ça m'a semblé une récupération commerciale un petit peu légère du féminisme, et j'étais plutôt réticente jusqu'à la lecture de ce livre-là, qui m'a ouvert les yeux sur le fait qu'à travers Sorcières, finalement, on peut parler de toutes les femmes qui ont essayé de se battre pour pouvoir survivre, simplement pour leur propre survie, voire pour la survie de leurs enfants, mais essentiellement pour leur propre survie, dans des conjonctures et des contextes socio-économiques difficiles, puisque finalement, c'est toujours les femmes qui pâtissent en premier de la pauvreté et de la paupérisation. Et ce qui est vraiment passionnant dans la lecture de ce livre, c'est qu'elle montre à quel point le développement du capitalisme a pu mettre en difficulté les femmes qui vivaient éventuellement en marge de la société, pas absolument de manière conforme au modèle familial traditionnel ou patriarcal, pas forcément de leur fait, ça peut être simplement du fait du hasard, du fait de la vie, de la chance ou non, ou de choix. Et finalement, ces femmes-là sont les premières à être paupérisées et stigmatisées lors de l'avènement du capitalisme ou alors lors de crises économiques avec une augmentation de la pauvreté. Donc elle rétablit tout d'abord des vérités historiques concernant l'image des sorcières et le sort qui peut être fait à certaines femmes. Alors, plus de 5 siècles ont passé depuis l'apparition de la sorcellerie dans les codes juridiques de nombreux pays d'Europe et le début de la persécution de masse des femmes accusées de ce crime. Donc en fait, elle rétablit des vérités historiques concernant la chasse aux sorcières. Et pour ma part, je les méconnaissais. Donc c'est vrai que l'image commerciale diffusée de la sorcière à l'heure actuelle et qui est un peu récupérée au niveau du féminisme m'avait semblé très légère et finalement a beaucoup plus de profondeur quand on a la lecture de ce livre notamment. Rien qu'en Tanzanie, on estime à plus de 5000 femmes qui sont assassinées chaque année en tant que sorcières, certaines découpées à la machette, d'autres enterrées ou brûlées vivantes. Donc ça reste une problématique contemporaine. Dans certains pays comme la République centrafricaine, les prisons sont pleines de femmes accusées de sorcellerie et en 2016, une centaine d'entre elles ont été exécutées brûlées sur un bûcher par des soldats rebelles. En Inde aussi, l'assassinat de sorcières est endémique, en particulier dans les terres tribales, où des processus massifs de privatisation de terres sont en cours. Des assassinats de sorcières ont été rapportés au Népal, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Arabie Saoudite. L'État islamique a également exécuté des sorcières. Donc on voit à quel point, à travers les âges, d'une part, il y a effectivement eu ce qualificatif de sorcière qui a été utilisé pour marginaliser des femmes qui avaient trouvé une autonomie à travers certaines pratiques, que ça soit pour leur survie en fait, tout simplement, l'utilisation d'herbes médicinales ou alors simplement avoir réussi à survivre hors d'un modèle familial traditionnel. Et simplement le fait d'avoir réussi à survivre et trouver une autonomie et une certaine puissance, ou alors simplement exprimer des avis contraires à la vie commune dans une société, peut tout à fait conduire à une stigmatisation, et en l'occurrence c'est encore une problématique contemporaine que des femmes soient assassinées ou torturées au motif qu'elles sont qualifiées de sorcières. Donc là, c'est un des premiers apports du livre, c'est rétablir une vérité historique avec des éléments factuels qui sont à mon sens assez méconnus. Il y a une deuxième lecture qui est vraiment passionnante, c'est les modèles
modalités d'avènement socio-économiques qui marginalisent les femmes et qui conduisent justement à les stigmatiser en tant que sorcières et ultérieurement à légitimer leurs assassinats, leurs tortures et leur marginalisation. Et donc on va voir à quel point finalement on peut l'appliquer au capitalisme. Comment le capitalisme peut conduire justement à la marginalisation de certaines femmes. Le capitalisme est né des stratégies que l'élite féodale, l'Église et les classes terriennes et marchandes a mises en place en réaction aux luttes du prolétariat rural et urbain qui mettait son autorité en crise. C'était une contre-révolution qui a étouffé dans le sang les nouvelles revendications de liberté, mais qui a aussi mis le monde sans dessus-dessous, en créant un nouveau système de production qui supposait une autre conception du travail, de la richesse et de la valeur au service de la mise en place de formes d'exploitation plus intenses. Pour cette raison, la classe capitaliste a été confrontée d'emblée à un double défi. D'un côté, elle a dû contrer la menace représentée par les commoners expropriés, transformés en vagabonds et vagabondes et mendiants sans terre, les paysans finalement sans terre prompts à se révolter contre les nouveaux maîtres, en particulier entre 1550 et 1650, lorsque l'inflation provoquée par l'arrivée de l'or et de l'argent du Nouveau Monde s'est accélérée dans des proportions incontrôlables. D'un autre côté, en tant que mode de production posant l'industrie comme principale source d'accumulation, le capitalisme ne pouvait pas s'imposer sans forger un nouveau type d'individu et une nouvelle discipline sociale pour augmenter la productivité du travail. Cela a donné lieu à un combat historique contre tout ce qui constituait une limite à l'exploitation totale du travailleur et de la travailleuse, à commencer par la toile des relations qui liaient les individus au monde naturel, aux autres et à leur propre corps. La clé de ce processus a été la destruction de la conception magique du corps ayant prévalu au Moyen-Âge. Donc on voit finalement que pour l'avènement du capitalisme a eu plusieurs conséquences. Ça a été déjà l'expropriation de paysans ou de gens qui exploitaient des terres. Et c'est essentiellement ça finalement que met en avant ce livre. C'est à partir du moment où des terres ne peuvent plus être exploitées à visée de survie par des personnes qui ne l'utilisent pas à visée commerciale, mais simplement à visée de survie pour soi-même ou pour sa famille, ça aboutit à de la marginalisation et de la paupérisation. Et ça ne rentre absolument pas dans le modèle capitaliste d'exploitation de l'individu au service de la production industrielle. Et ça a commencé effectivement par ce qu'elle appelle les phénomènes d'enclosure et qui sont à l'heure actuelle encore en cours dans certaines cultures traditionnelles où certaines femmes exploitent des lopins de terre à visée de survie et sont expropriées, et c'est là que commence finalement leur marginalisation, parce que c'est là qu'elles doivent errer et être réduites parfois à la mendicité ou trouver d'autres modalités de survie, et c'est là qu'on aboutit à la création du mythe des sorcières. Le phénomène anglais des enclosures et plus généralement l'avènement du capitalisme agraire à partir de la fin du XVe siècle en Europe offre un contexte social pertinent pour comprendre l'apparition de nombreuses accusations de sorcellerie. À la même époque, le rapport entre chasse aux sorcières et accumulation du capital se précise. Donc réellement, le fait que le capitalisme arrive et attribue des terres en termes d'exploitation de masse et non plus d'exploitation à visée individuelle de survie, marginalise certaines classes, certaines populations, et notamment ça aboutit, quelle que soit l'époque et quelle que soit la société, à la marginalisation essentiellement de femmes qui à ce moment-là deviennent victimes de tortures, de brimades et d'exclusion de la société. Et ça, c'est quelque chose qu'elle décrit très bien et qui se reproduit. Et donc finalement, ce serait un des éléments principaux qui aboutissent à la marginalisation des femmes dans la société et qui légitiment, dans un deuxième temps, les violences faites aux femmes. Ce qui est aussi décrit, c'est finalement le fait que le capitalisme éloigne les corps de la nature, même les personnes de la propre connaissance de leur corps, les rendant
complètement vulnérables, les rendant objets qui sont complètement dévoués à la production et la productivité. Elle décrit aussi l'impact que le capitalisme peut avoir sur la sexualité, parce que finalement, le corps doit produire, et le corps des femmes notamment doit produire des travailleurs. Donc une sexualité autonome, choisie et libre des femmes n'est absolument pas souhaitée dans ces conceptions de société. Puisque d'une part, la sexualité libre et consentie des femmes n'est pas forcément en lien avec une structure patriarcale satisfaisante pour un homme qui est complètement exploité par une industrie en tant que travailleur et qui, dans l'absolu, à qui on promet un confort familial au retour à la maison avec une femme soumise qui aura fait toutes les tâches ménagères, bien entendu, et répondra aux besoins sexuels de son mari. Et d'autre part, parce que la procréation, le capitalisme s'approprie, en fait, la société capitaliste et patriarcale s'approprie la procréation pour créer des travailleurs. Et c'est complètement incompatible avec la notion d'une sexualité choisie, consentie entre des êtres qui se choisissent. Et donc elle décrit, mais l'offensive contre les femmes procède avant tout du besoin du capital de détruire ce qu'il ne peut pas contrôler et d'avilir ce qui lui est plus que nécessaire pour sa reproduction, le corps des femmes. Et les bébés éprouvettes n'existent pas, c'est un abus de langage que nous devrions rejeter comme l'expression de la quête masculine d'une procréation hors du corps féminin, la dernière frontière à laquelle se heurte le capital. C'est une vision qui, à mon sens, est très pertinente et intéressante, de voir à quel point la société de consommation et de possession du bien individuel peut annihiler l'existence d'individus et essentiellement marginaliser des femmes en les expropriant de terrains qu'elles utilisaient à visée de survie, en les stigmatisant pour des pratiques qu'elles pouvaient avoir ou des connaissances qu'elles pouvaient se transmettre, notamment d'usage des plantes. Par exemple, comme dans les années 1550, au moment de l'avènement justement des premières sociétés capitalistes, et les stigmatiser comme non contrôlables par la société ou par l'Église, et non assimilables à la société patriarcale et de consommation et de production de masse, et finalement légitimer à travers ça les violences qui leur sont faites, en prétendant qu'elles pourraient être dangereuses. Parce qu'effectivement, elles sont dangereuses pour un équilibre de société qui se veut complètement patriarcal, traditionnel et dévoué à la production de masse. Et donc elle aboutit à une conclusion qui est également intéressante, et même si elle est un peu décevante sur le plan humain, parce qu'on aurait espéré, on espère finalement toujours qu'il y ait un sursaut autant des hommes que des femmes. D'ailleurs, on le voit dans le combat et tout le travail qui a été mené par Gisèle Halimi, qui s'est toujours entourée d'hommes intellectuels qui adhéraient complètement au message féministe et qui étaient convaincus qu'une société égalitaire entre les individus, quel que soit le genre, était forcément une société qui était plus évoluée et bien entendu qui était plus bienveillante envers les individus, notamment Jacques Monod, qui est donc été prix Nobel et qui a toujours qui a été beaucoup associé au combat féministe de Gisèle Halimi. Et bien là, finalement, Silvia Federici aboutit à la conclusion que on ne peut pas se passer de la sororité pour pouvoir définir et identifier les violences qui sont faites aux femmes dans le quotidien, que ce soit les violences au sein du couple ou de la famille, ou alors les violences dans la société. Et qu'à la base, pour pouvoir les identifier, il faut une sororité, une association des femmes entre elles, et pour pouvoir lutter contre justement ces violences et transmettre l'identification de ces violences et de cette dépossession de son propre corps entre les femmes, pour pouvoir rester vigilantes et lutter contre une société qui les déposséderait de leur propre corps
et de leur capacité à devenir des individus tout aussi valables et considérés que les hommes, eh bien, il faut en passer par une phase de sororité et de solidarité entre femmes. Et je pense qu'elle doit avoir raison sur le fond. De la même manière que prendre du recul et rester réaliste sur la réalité, et c'est quelque chose de très important. La sororité à travers le temps également, c'est-à-dire que quand on réfléchit au féminisme à l'heure actuelle, le mouvement MeToo est très intéressant, mais me semble résumer les femmes à finalement leur vagin, alors que les rapports de force au niveau de la société et les luttes de pouvoir qui font que peu de femmes au final arrivent à des postes à responsabilité pour pouvoir porter un message d'égalité des chances, je crois que c'est vraiment ça le combat actuel féministe. Et puis de rester complètement vigilante sur les acquis féministes qu'on a pu avoir et qui nous ont été hérités justement par nos aînés. De considérer que ces acquis sont quelque chose sur quoi on ne peut pas revenir, je crois que c'est une erreur. Il faut vraiment toujours rester vigilant sur, quand on voit le recul qu'il peut y avoir dans certains pays concernant l'accès à l'IVG, le droit d'avoir une action et une liberté sur son propre corps, notamment concernant la procréation. C'est quelque chose un message vraiment fort qu'il faut garder en tête, qui est vraiment capital parce que c'est un cadeau que nous ont fait nos aînés, mais qui n'est pas un acquis. C'est quelque chose pourquoi il faut qu'on continue à se battre et c'est un combat qui est aussi masculin que féminin. Donc pour ce qui est de la sororité, les femmes représentent, voilà, en raison de ce que les femmes représentent, la capacité de maintenir la cohésion de leur communauté et celle non moins importante de défendre une conception non commerciale de la sécurité et de la richesse. Donc non seulement il est important à ses yeux que les femmes prennent conscience de la sororité en tant que force, en tant qu'élaboration d'une pensée, en tant que préservation des acquis féministes qu'on peut avoir dans certains pays, mais qui ne sont absolument pas universels à ce jour. Et également pour pouvoir acquérir du pouvoir au sein de la société et transformer la société en quelque chose de plus égalitaire, de manière vraiment globale, c'est-à-dire avec une vision économique de partage qui est complètement liée au combat féministe. Voilà, donc en quelques mots, les éléments, je pense, qui sont vraiment très intéressants dans ce livre de Silvia Federici, Une guerre mondiale contre les femmes, des chasses aux sorcières au féminicide.